Imagine, tu prends une photo de famille le jour de l'an, et d'un coup tu meurs. Oh, pas terrible le retour, hein. C'est ce qui s'est passé dans la première histoire que je vais vous raconter. Reinaldo Dasga était un conseiller municipal dans la ville de Caloocan, une des villes du Grand Manille aux Philippines. Il a également été caporal à l'armée philippine. Le 1er janvier 2011, Reinaldo Dasga célébrait le nouvel an avec sa famille. Ils étaient dehors, prenant des photos pour immortaliser le moment. Reinaldo a pris une photo de sa femme, de sa fille et de sa belle-mère souriant devant leur maison. Et au moment de la photo, Reinaldo sera abattu d'une balle mortelle devant sa famille. La photo, devenue une preuve capitale, a été utilisée par la police pour identifier et appréhender rapidement les suspects. L'image a permis de mettre en évidence le visage de l'assassin et du guetteur, ce qui a facilité leur localisation et leur arrestation. Le tueur, Arnel Buenaflor, a été arrêté quelques jours plus tard dans une pension de famille du township d'Aurora, à environ 270 km au nord de Ménil, le 4 janvier 2011 avec 2 complices. La police a déclaré que Buenaflor avait tiré 4 coups de feu et que l'un d'eux avait touché Dagza à la poitrine, tandis qu'un deuxième tireur présumé avait tiré d'un coup de feu derrière Dagza mais qu'il l'avait raté. Mais du coup, elle avait quoi de spécial en fait cette photo? Une simple photo de famille en somme. Et ben en fait je vous ai pas montré la photo en entière. Et sur la photo, on peut voir Buenaflor tenir Dagza en joue, prêt à tirer, et son guetteur à droite. Ouf, ça fait très longtemps, dis donc, hein, oui. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 5 histoires. 5 histoires vraies, qui sont accompagnées de 5 images que je vais vous montrer également. J'espère que cette vidéo va vous plaire, hein. Mettez-vous dans le noir, hein, ou dans le rouge, hein, et pas financièrement. Et j'espère que vous allez kiffer. Carrément, j'ai oublié comment je faisais de mes vidéos. Hein? Robert Landsberg était un photographe passionné de nature et de paysages, mais surtout des phénomènes volcaniques, et il s'est longtemps focus sur l'observation du mont Saint-Hélène, le volcan situé dans l'état de Washington. Ce dernier avait connu des éruptions très irrégulières depuis mars 80. Par exemple, 174 secousses de 2,6 et plus sur l'échelle de Richter ont été enregistrées en 2 jours. 5 de magnitude 4 et plus sont enregistrés chaque jour au début avril, et 8 par jour au cours de la semaine précédant le 18 mai. Et on va voir ce qui s'est passé ce jour-là. À ce moment-là, Robert Landsberg vivait à Portland, dans l'Oregon, aux États-Unis, et il avait passé des semaines à documenter les actions du volcan. Il s'était approché à plusieurs reprises du mont pour capturer des images de l'activité volcanique, malgré les risques évidents. Le 18 mai 1980, à 8h32, une explosion massive a secoué la montagne qui déclencha un glissement de terrain majeur sur la face nord et qui va libérer des ondes de choc, des gaz brûlants, des cendres et des roches à des vitesses extrêmement élevées, dévastant tout sur son passage. En moins de 20 secondes, le magma explosa sous forme d'un mélange de matériaux volcaniques très chauds. Il s'agit à ce jour de l'éruption volcanique la plus importante de l'histoire des États-Unis. Rien que ça. Le jour de l'éruption, Landsberg se trouvait à plusieurs kilomètres du mont Saint-Hélène. Lorsqu'il a réalisé que l'éruption lui était inévitable, il a continué à prendre des photos de l'événement. Ces photos montrent la puissance de l'éruption et la vitesse à laquelle elle annihile les alentours, tout en se rapprochant de Landsberg. Ce dernier comprend alors qu'il est condamné et il décidera néanmoins de protéger coûte que coûte son travail, en sachant que ces photos pourraient servir à des scientifiques et volcanologues. Ainsi, il termine sa pellicule, la rembobine et la range dans sa boîte. Il place ensuite l'appareil et le film dans son sac à dos, met ce dernier sur son ventre et se couche dessus pour tenter de le protéger. Le mont Sainte-Hélène a fait son travail dévastateur. Et maintenant, les efforts de sauvetage se poursuivent en vue de retrouver les personnes prises au piège. Parce qu'on ne sait pas vraiment si la colère du volcan est vraiment terminée. 17 jours après l'éruption, les équipes de secours ont retrouvé le corps de Robert Landsberg dans la cendre qui a envahi le paysage. Son sac à dos, contenant l'appareil photo et les films, a été récupéré totalement intact, et les films révélant des détails de l'éruption ont été développés. Les photos de Landsberg ont été largement diffusées et étudiées par les scientifiques et les passionnés de volcanologie, comme ils le souhaitaient. Son travail sert de témoignage visuel exceptionnel de la puissance destructrice d'une éruption volcanique et montre son dévouement à l'art et à la science, qu'il aurait eu jusqu'à ses derniers instants. Né en 1976 à Shenzhen, à Hong Kong, Fan Man Yi
Bah alors je suis désolé pour les prénoms, hein, je suis pas... Oh, ça c'était très raciste. Oui. Fan Mani est une fille ayant grandi dans un environnement difficile. Elle fut abandonnée par ses parents lorsqu'elle était encore une enfant. Elle sera élevée dans un foyer pour filles à Motowai, qu'elle devra quitter à 15 ans. Elle vivra donc dehors, sans abri, et en grandissant, elle tombera dans la drogue et la prostitution pour pouvoir payer sa conso et avoir de l'argent. À 21 ans, elle travaillera dans un bordel nommé Romance Villa, où elle y épousera un client. Et son prénom c'est NG. NG Shiyuen, un autre toxicomane, en 96. En 98, elle donnera naissance à un garçon. Malheureusement, elle sera contrainte de quitter son mari, car ce dernier serait trop violent avec elle. En 99, à 23 ans, elle était hôtesse de bar, et sur son lieu de travail, elle rencontra Sean Manlock, dealer et proxénète, et ils commenceront à se rapprocher et à bosser ensemble. Mauvaise idée, madame. Parce que c'est là que les choses vont devenir très sales, très vite. En mars 99, Fan Mani aurait volé un portefeuille contenant environ 500 $ à Sean Manlock. Dès que ce dernier capte que son argent avait disparu, Manlock va enrôler 2 de ses hommes de main, Shing-Cho et Wai-Lun, pour kidnapper Mani. Il avait l'intention de la forcer à se prostituer pour lui-même et de prendre l'argent qu'elle gagnait en remboursement de l'argent qu'elle lui avait volé. Mais vous en doutez, c'est pas aussi simple que ça. Ça ne suffisait pas à Sean Manlock car il voulait plus. Fan Mani a été retenue captive dans un appartement de Tsim Sha Tsui, un quartier de Kowloon à Hong Kong. Durant sa captivité, elle a été soumise à des tortures horribles et inhumaines pendant plus d'1 mois. En quelques jours, la torture devient de pire en pire. Ils ont pulvérisé de l'huile de piment dans la bouche de la victime et appliqué sur ses plaies. Ils l'ont violée, forcée à avaler des excréments et boire leur urine. La victime est entrée dans des convulsions à plusieurs reprises. L'accusé a ensuite attaché les mains de la victime avec des fils électriques pendant plusieurs heures, puis l'a battue avec des tuyaux en acier. Fan Mani est décédé à la mi-avril 99, son visage était enflé, ses gencives saignaient abondamment, et son corps était couvert d'ampoules, de blessures et de pus. Lorsque les ravisseurs ont capté qu'elle était morte, ils ont décidé de démembrer son cadavre. Ils lui ont scié les os, retiré les intestins et ont contenu toutes les pièces démembrées dans plusieurs sacs en plastique et jetés à la station de vidange. Sean a également cuit la tête de fan et d'autres parties pour masquer l'odeur de décomposition. À la hâte, ils ont jeté ses organes internes dans la maison et les ont déposés dans la verrière du bâtiment. Le 17 mai 99, le corps, de ce qui reste de Fan a été découvert, dans un état de décomposition avancé. Lors de l'enquête, la tête de cette dernière ne sera pas immédiatement retrouvée. Mais, au milieu de la pièce, un objet sort du lot. Une énorme peluche Hello Kitty. Et en examinant l'intérieur de la peluche, la tête à moitié cuite de Fan y sera retrouvée. Les 3 gars ont sorti le coton de la poupée Hello Kitty pour y cacher la tête. Et c'est ce qui donnera le nom Hello Kitty Case à l'affaire. Les détails horribles ont été révélés lors du procès. Les 3 garçons ont été accusés de meurtre et de torture. Lors du procès, des preuves accablantes, y compris des témoignages et des photographies de la scène du crime, ont été présentées. Malheureusement, en raison de l'état des parties restantes du corps de Fan, la police et les médecins légistes n'ont pas été en mesure de déterminer la cause du décès. Alors qu'il n'y avait aucun doute qu'elle avait subi une torture indescriptible et que les 3 hommes avaient infligé une grande partie des dommages à son corps, mais il n'y avait aucun moyen de dire si une surdose de drogue ou la torture était à blâmer. En conséquence, les 3 ont été reconnus coupables non pas de meurtre, mais d'homicide involontaire, car le jury a estimé que bien qu'ils aient causé sa mort, la mort n'était pas l'intention. Mais Dieu merci, ils ont été condamnés à la perpétuité. Je pense que tout le monde a déjà vu cette photo au moins une fois. Elle a été prise en mars 93 par le photographe sud-africain Kevin Carter près du village d'Ayod au Soudan. La photo montre une petite fille extrêmement amaigrie et épuisée par la faim, agenouillée sur le sol avec un vautour en arrière-plan semblant attendre sa mort. La photo était très controversée, mais au-delà de ce cliché, il y a une histoire assez tragique. Carter faisait partie du Bang Bang Club, un groupe de 4 photographes sud-africains qui s'est donné pour mission de couvrir les dernières violences et les conflits en Afrique du Sud aux dernières heures de l'apartheid. Ils le font au péril de leur vie, entourés de bruit, de tirs et d'atrocités en tout genre. Le 18 avril 1994, Ken Oosterbroek, l'un des membres, est tué lors d'affrontements à Tolosa et Greg Marinovich, grièvement blessé. En 93, Carter s'était rendu au Soudan pour documenter la famille et globalement les conditions de vie désastreuses. Le 26 mars, alors que Carter était en train de photographier le désastre du village d'Ayod, il aperçut une petite fille, affaiblie par la malnutrition. Elle était trop faible pour tenir debout et s'était effondrée sur le sol. À ce moment-là, un vautour se posa près d'elle, créant une image frappante et symbolique de la lutte désespérée pour la survie, qui deviendra une image représentant la crise humanitaire au Soudan, qui fera remporter à Kevin Carter en 1994 le prestigieux prix Pulitzer. Néanmoins, vous vous en doutez, l'image va créer une vague de critiques et de polémiques. Les gens veulent savoir ce qu'est devenue la petite fille et s'indignent de la non-réaction du photographe qui, selon eux, aurait dû se précipiter pour porter secours à l'enfant plutôt que de dégainer son appareil, jusqu'à s'en prendre directement à Kevin Carter en disant que le vrai mal de la photo, c'est lui.
La vérité de cette image, c'est que la fillette, c'est en réalité un garçon, qui se dirigeait vers sa tante qui se trouvait juste à côté de Carter. Ces derniers étaient effondrés, les larmes aux yeux, et il se répétait sans cesse qu'il voulait serrer sa propre fille. Serrer dans ses bras, par pitié. Le petit et sa tante étaient en route pour le centre alimentaire Médecins du Monde, et étaient pris en charge comme le témoigne ce bracelet. On sait en tout cas ce que va affirmer le New York Times lors de la publication de la photo. Cela n'apaisera malheureusement pas les tensions. Les critiques vont continuer à fuser, Carter sombrait peu à peu dans une dépression rongée par la mort de ses amis, et épuisé par la vue de scènes aussi atroces. Et le 27 juillet 1994, Kevin Carter se suicide à l'âge de 33 ans. Dans la voiture où on a retrouvé le corps de Carter intoxiqué au monoxyde de carbone, on y trouvera sa note de suicide, où il a exprimé la douleur et le traumatisme qu'il avait enduré en tant que photojournaliste, écrivant notamment « Hanté par le souvenir des tueries, des cadavres, de la colère, de la douleur, des enfants blessés ou qui meurent de faim. Je pars pour retrouver Ken si j'ai un peu de chance. » Je vais boire un peu d'eau, parce que la dernière histoire elle est longue. Ça vous avait manqué, hein? Non? D'accord. Wow, pardon. Le savez-vous? L'histoire que je vais vous raconter est à l'instar du 11 septembre 2001, une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'Amérique. C'est l'une des dérives religieuses les plus connues de l'histoire ayant provoqué un traumatisme à l'échelle mondiale. Né en 1931 aux États-Unis, Jim Jones, fils unique, grandit dans un milieu assez prolétaire, ses parents ont du mal à finir le mois. Il sera plus proche de sa mère, ouvrière syndicaliste, voulant faire de lui quelqu'un de très axé, lutte contre le grand capital. Pourtant son dada c'est pas la politique mais c'est la religion. Ça va mal finir cette histoire. Jones déménagea à Richmond, Indiana, puis à Indianapolis, où il commença sa carrière de prédicateur dans les années 1950. Dès le début, il prônait l'intégration raciale et la justice sociale, mettre fin au racisme et rendre les gens heureux, ce qui était inhabituel et controversé à l'époque parce qu'à l'époque tout le monde était des gros chiens de la casse. En 1955, il fonda une première église, le Temple du Peuple, à Indianapolis. En 1959, l'organisation rejoint l'église chrétienne des disciples du Christ, lui accordant une certaine crédibilité. Dans les années 65, le Temple du Peuple déménagea à Ukiah en Californie. L'organisation connut une croissance rapide, attirant des milliers de membres grâce au charisme de Jones et à ses messages de justice sociale et d'égalité. Le temple acquit également une certaine influence politique, Jones s'associant à plusieurs personnalités politiques et figures de la communauté. Le Temple du Peuple était très actif dans les domaines de l'aide sociale et des droits civiques. Leur engagement pour des causes sociales leur attirait de nombreux partisans dévoués. Cependant, à mesure que le groupe grandissait, des accusations d'abus, de manipulation et de malversation financière commençaient à émerger. Posait ses mains sur eux et disait « Vous êtes guéris ». Ensuite, il suivait une infirmière aux toilettes. Quand il ressortait, la personne pleurait. Et l'infirmière tenait dans sa main un tissu avec une masse sombre. Et il disait « C'est son cancer, il est sorti ». Et l'assemblée était en transe. Plus tard, j'ai compris que c'était des boyaux de poulet qui nous montraient. Il va faire le gros mytho pour s'attirer de nouveaux adhérents. Par exemple, il embauche des détectives privés pour choper des infos sur des personnes susceptibles de les rejoindre, et révèle des choses sur elles faisant passer ces informations pour des intuitions divines, ou encore le gourou fait par exemple semblant d'extraire les tumeurs des patients de leur bouche, cachant un foie de poulet dans sa manche. Petit à petit, le mouvement se radicalise, la procréation est considérée comme un péché. Jones prétend être un prophète envoyé par Dieu, ou encore la réincarnation de Lénine, de Bouddha, de Jésus-Christ, de Moïse, de Amy Winehouse, de Michael Jackson, de Toriyama, de Goku, tout ce que tu veux, bref, tout en critiquant les autres religions. À cette époque-là, environ 2 millions de personnes adhèrent au mouvement. S'ils ne se donnent pas à 100% pour le temple, Jones assure qu'ils seront réincarnés en cellules microscopiques. Plus les fidèles abandonnent leur vie d'avant, plus ils sont considérés comme loyaux. Au début des années 70, alors que des soupçons rôdent à l'extérieur de la secte, le camp d'Ukiah se militarise. En 1973, Jones agresse sexuellement un policier en civil. Il devient le père de la secte et ses membres l'appellent Dad. Il n'hésite pas à humilier publiquement par le biais de sévices corporels ceux qui ont péché. Il s'amuse à sodomiser des jeunes hommes qui rejoignent le mouvement. Des plaintes sont déposées pour tentative d'homicide, usage de drogue ou encore détournement de mineurs. Malheureusement, le procureur de la ville n'ordonne aucune enquête contre lui, car ce procureur a été nommé par le gourou lui-même. C'est pour dire l'influence qu'il a. Jim Jones, de plus en plus paranoïaque, développa une méfiance envers les autorités et les médias, convaincu qu'ils étaient persécutés pour ses croyances et ses activités. En réponse à cette pression croissante, il décida de déplacer son groupe à l'étranger. Et en 1974, Jones signa un bail pour une parcelle de terre au Guyana, en Amérique du Sud, pays socialiste qui correspond aux valeurs de la secte et extrêmement corrompu par la même occasion, permettant à Jones de faire venir des centaines de membres sans aucun visa.
Là, il fonda la colonie de Jonestown, une société authentiquement socialiste, enfin dépouillée de tout racisme, de tout sexisme et de toute forme de discrimination. Les conditions de vie étaient difficiles, avec des travaux agricoles épuisants, des punitions sévères et un contrôle strict de la part de Jones. Prise de drogue, famine, asservissement sexuel, il leur impose de travailler de l'aube à la nuit, 6 jours par semaine. D'utiliser des discours quotidiens diffusés par haut-parleurs pour maintenir les membres sous son emprise psychologique, développant des thèmes comme la persécution ou une apocalypse imminente. En novembre 1978, des préoccupations de famille des membres des anciens adeptes poussèrent le député américain Leo Ryan à visiter Jonestown pour enquêter. Accompagné de journalistes et de proches inquiets, Ryan fut initialement bien accueilli. Cependant, lorsque plusieurs membres exprimèrent le désir de partir avec lui, la situation dégénéra. Le 18 novembre 1978, des gardes fidèles à Jones attaquèrent Ryan et son groupe à l'aérodrome du port Kaituma, tuant Ryan et 3 journalistes. À ce moment-là, Jones devient fou. Il est persuadé et va persuader ses fidèles que Ryan est un agent de la CIA et que Jonestown va être pris d'assaut par des marines américaines. Et là, il va ordonner à plus de 900 membres, y compris des enfants, de consommer une boisson empoisonnée au cyanure. Ils vont la boire. I tell you, I don't care how many screams you hear, I don't care how many anguished cries. Death is a million times preferable to 10 more days of this life. If you knew what was ahead of you, you'd be glad to be stepping over tonight. Is that my so-called parents was filled with so much hate. Stop this. Hate and treachery. Mother, please. Mother, please, don't do this. L'hécatombe s'achève dans une cacophonie de hurlements et de douleurs, de râles, des cris d'enfants qui agonisent et de protestations mêlées aux applaudissements des fanatiques de Jones. Quelques adeptes tentent de s'enfuir dans la jungle mais vont être rattrapés ou tués et contraints de s'administrer la boisson mortelle. Et seulement une vingtaine de personnes vont y survivre. Quant à Jones, il fut retrouvé mort, tué par balle. Et on ne sait pas si c'était un suicide ou si c'était un meurtre. Le massacre de Jonestown reste l'un des suicides collectifs les plus meurtriers de l'histoire moderne et a entraîné des répercussions profondes. Il a fait prendre conscience des dangers des sectes et le contrôle psychologique dont font preuve les pères de sectes. À la suite de cet événement, les bâtiments de la secte sont démolis par décision du gouvernement de Guyana et par respect pour les familles des victimes. Par la suite, la nature a repris ses droits sur le terrain, le lieu reste cependant mémoriel, et chaque année, une délégation constituée de membres des familles des victimes viennent fleurir la stèle qui rappelle le drame. Bah wesh. C'est la fin de cette vidéo, mes très chers confrères là. En tout cas, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Moi, je vais arrêter, je vais fermer ma bouche. Moi, je vais arrêter de dire que je vais revenir ou quoi. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo histoire vous aura plu. Je vais en refaire d'autres, hein, évidemment. Vous inquiétez pas, j'aime bien ce format et j'espère que vous aimez aussi. Dites-moi dans les commentaires tout ça. Et on se retrouve un jour. Hein, écoute, passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, passez une bonne vie et je vous dis à très bientôt. Hein. La bise.